Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parle de l'énergie 40, la délivrance, la libération. Je voudrais vous jouer un petit peu à vous laisser deviner les deux éléments en vous citant les films du célèbre cinéaste français Luc Besson, notre contemporain. Alors, d'après ces films, devinez les deux éléments de son énergie. Premier film, Le Grand Bleu, c'est l'eau. D'ailleurs, il y a plusieurs films de Besson qui commencent par des images au-dessus de l'eau. Deuxième série de films, Nikita et Léon. Si c'était un élément, lequel ce serait? Ce serait le tonnerre, évidemment. Et puis, pour saluer le cinquième élément, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, que c'est bien la délivrance, la dernière scène du cinquième élément, c'est bien une image de la délivrance. Voilà, c'était pour introduire donc l'énergie de la délivrance. C'est de l'eau en bas et du tonnerre en haut. Passons à René Descartes, notre philosophe national, 1596-1650. Il a donc vécu aussi dans cette énergie 40 de la délivrance. Pardon. C'est un philosophe de la pensée, donc avec le cogito, je pense donc je suis. Je ne développe pas, c'est juste un rappel. C'est un savant, un mathématicien et un humaniste. Il a bénéficié, en tant que petite noblesse, d'une éducation jésuite complète pendant plus de 10 ans. Et, euh, et c'est grâce à ça, bon, il la critiquera plus tard, mais c'est grâce à ça qu'il a pu développer ses talents. On va dire ça comme ça. Donc, pour présenter cette énergie 40 délivrance, j'ouvre la traduction rouge de Javary et Faure qui écrivent. Eux, ils présentent l'énergie. Deux points, ouvrez les guillemets. L'établissement d'une distinction entre le réalisable et l'inaccessible. On va voir ça chez différents personnages. Et là, chez Descartes, ça renvoie directement, moi quand je le lis, ça me renvoie directement à l'importance de sa philosophie moderne. C'est lui qui reprend la philosophie grecque et qui l'ouvre à la modernité. Okay, même Hegel, même Nietzsche, tout le monde est d'accord là-dessus. Okay. En 1637, donc, Descartes publie son célèbre discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Ok. Donc c'est bien l'établissement d'une distinction entre le réalisable et l'inaccessible. Il replace la vérité dans la science. Ok. Conduire par la raison et chercher la vérité dans la science, les sciences. Bon. Javary et Faure traduisent aussi la grande image qui correspond à l'image, à l'étude de l'hexagramme qui étudie le rôle social de la personne. Donc c'est une des 10 éclairages de l'énergie en question. Ok. Donc ils traduisent l'être accompli ainsi, c'est une formule qui veut dire la personne, mais en gardant le sacré, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Ok, je vais revenir plusieurs fois sur cette phrase. Je la répète encore une fois. L'être accompli ainsi, la personne, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Ok, donc pour Descartes, il y a une anecdote connue, pour ceux qui aiment la philo, qui ont fait un peu de philo. J'ai fait ça il y a longtemps, un peu de philo, dont on ne sait pas où est la frontière entre la légende et la réalité. C'est un peu mélangé les deux. On sait que Descartes est issu donc d'une petite noblesse, qu'il a eu la chance de bénéficier d'une excellente éducation chez les jésuites, qu'il a fait de l'escrime dans cette éducation-là, et qu'il a même commencé à servir, c'était son choix au départ, dans l'armée. Et puis après, il s'est révélé à ses talents, il a fait ses choix vers les sciences et la philosophie. Ok. Il a un peu moins de 25 ans. Il voyage en bateau en Frise, c'est l'Irlande du Nord, les Pays-Bas, pardon, la Néderlande, c'est ça qui m'a. En Hollande du Nord. Il comprend que les marins complotent contre lui pour le dépouiller et le jeter à l'eau. Alors, je ne sais pas comment il complote, comment il comprend, mais s'il parle, parce qu'il est allé plusieurs fois
en Hollande. Il y est même resté quelques années. Je sais qu'à Leiden, que je connais bien, il y a une plaque où on se rappelle de lui, mais après, ils l'ont refusé. Ok, donc il y a eu plusieurs périodes aux Pays-Bas aussi. Alors, ils s'aperçoivent qu'ils veulent comploter, ils sont sur le bateau, sauf que lui, en tant que petit noble, il a son épée à la ceinture. Donc il sort son épée, il les met en joue, il dit le premier qui approche le saigne. Ok, donc ça calme le jeu et donc ces deux éléments, on peut retrouver l'eau, parce que là, si tu vas dans l'eau, c'est fini, l'eau est très froide, et le tonnerre de l'épée. Ok, c'était pour l'anecdote. On passe à un autre homme du XXe siècle, autre homme qui a étudié la philosophie, donc qui doit connaître, qui a connu, qui nous a quittés, Claude Lanzmann, un homme du XXe siècle, qui a étudié la philosophie, né en 1925 et décédé en 2018. Donc c'est un journaliste, écrivain, cinéaste, producteur, juif et résistant quand il était jeune, père résistant aussi. Il a un passé très proche avec Sartre et avec Simone de Beauvoir. Je ne développe pas ce sujet-là, c'est pas, je l'ai déjà développé dans d'autres livres, donc c'est vraiment pas le sujet du jour. Je me concentre sur l'énergie 40 délivrance. L'énergie 40 délivrance est un moment de soulagement qui s'effectue par l'établissement d'une limite entre le réalisable et l'inaccessible. Ok, dans cette énergie de délivrance-là, il y a cette dimension-là. Quel est l'intitulé de la thèse de philo de Claude Lanzmann en 1947? Les possibles et les incompossibles dans la philosophie de Leibniz. Incompossible, ça signifie, pour lui à ce moment-là, qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles ensemble. Par exemple, on élit quelqu'un, mais on ne peut pas élire l'autre, on interdit l'autre. Ok? Bon, on passe à. Je change d'éclairage et je lis un bout, pas tout, de l'idéogramme Xie, qui se prononce Jie apparemment. On retrouve plusieurs sens de soulager et besoin naturel. Et de fait, quand on lit comment ça, Claude Lanzmann, dans ses mémoires, alors ses mémoires, c'est surtout le siècle de Patagonie, je vais y revenir, il y a le fait de pisser toutes ces notions de soulagement naturel qui structurent sa vie et son récit. Ok, et ça se rapproche aussi avec la 10e L de l'étude 40 délivrance qui stipule relâcher. Ok, donc là, on va pas relâcher les sphincters, mais on n'est pas loin, on est quand même dans ce sens-là. C'est corporel. Mais c'est aussi psychologique, c'est aussi, on va développer, on va voir, il y a tous les sens de relâcher. En 2009, donc, Claude Lanzmann publie des mémoires dans le Lièvre de Patagonie. J'ai acheté ça, j'ai lu ça il y a longtemps, donc, bah ouais, au moins une quinzaine d'années du coup. Mais avant, je rappelle l'étude de la grande image que je vous ai citée tout à l'heure. Je vous la recite pour bien la prendre en tête. L'être accompli ainsi, c'est la personne dans son rôle social, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Alors, quelle est la première phrase du Lièvre de Patagonie? Deux points, ouvrez les guillemets. La guillotine, entre parenthèses. C'est lui qui fait la parenthèse. Plus généralement, la peine capitale et les différents modes d'administration de la mort, fermez la parenthèse, aura été la grande affaire de ma vie. Voilà la première phrase des mémoires de Claude Lanzmann qui stipule carrément la grande image. Donc il est sincère, il est entier et on est bien dans sa thématique énergétique. Okay, c'est ça que moi ça m'intéresse de vous montrer, c'est que ce n'est pas un hasard du tout qui commence par cette phrase, il est bien dans le sens de son énergie et de sa vie. C'est du sens, c'est de la vie. Ok, c'est pas de n'importe quoi du tout. Donc pour moi ça peut pas être plus clair. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, Claude Lanzmann, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a des nouvelles générations, d'accord. Il a réalisé un très long film documentaire. Alors, j'ai vu ça aussi. Il y a une version courte et une version longue. Moi, j'ai vu la version de 9 heures. Je ne sais plus si c'est la courte ou la longue. Ça s'appelle la Shoah. Donc, c'est un terme juif. Je n'ai plus la traduction exacte de Shoah. Ça a été récompensé en 1985. Il a longtemps travaillé, plusieurs années, de longues années dessus. Il faut que j'écarte ça. Voilà.
Donc c'est une œuvre qui parle de ce qui s'est passé pour des millions de juifs pendant le régime nazi, la Seconde Guerre mondiale, entre les camps d'extermination surtout et les camps de concentration aussi, surtout d'extermination. Ok. Donc c'est une œuvre qui parle de l'immémorial, c'est le mot qui est repris, le concept, on peut appeler ça comme ça, qui rejoint tout à fait la délivrance et la libération, libération des âmes, libération de l'esprit. Ok. Euh, bon, je développe. Parmi les documents en télé, quand j'ai fait un texte sur Claude Lanzmann dans Le destin du genre humain, et j'étais tombé sur un document télé où il passait chez Colombani, un Colombani, ok, qui était animateur télé pour ce truc-là. Et il y a une belle rencontre entre Claude Lanzmann et Riti Pan, qui est un cinéaste de la délivrance aussi et de la libération du génocide et de l'élimination au Cambodge. Parce qu'il y a eu un grand génocide au Cambodge, et en fait, Ritipan, qui parle français aussi, qui est un jaune, si on peut dire aussi, a fait une œuvre qui est, à mon sens, comparable à celle de Claude Lanzmann avec la Shoah pour les Juifs. Ok. Et c'est le même travail colossal. C'est très dur, ça vous prend, c'est vos tripes pendant des années et des années. Ok. Il y a tout votre être qui s'embarque là-dedans à 300%. Vous ne pouvez pas y réchapper. Donc on a entre le pardonnable et l'impardonnable de l'humanité, et on sait que Ritipan, quand on lui pose la question du pardonnable, l'impardonnable, il a du mal avec le pardon total. C'est pas son concept à lui, ça se joue ailleurs. Donc je profite de cette thématique et de la Shoah et puis des autres génocides pour rappeler que Hitler, j'ai aussi capté son énergie dans 40 délivrances, que j'ai pas du tout envie de développer de parler d'Hitler, ok. Alors pourquoi? Parce que j'ai lu Mein Kampf quand j'étais ado, pour savoir de quoi il en retournait. Et puis en 2004, je suis allé à Dachau en allemand, à côté de Munich, pour voir les camps de concentration, c'est pas les camps d'extermination, où a survécu mon grand-père paternel, Tullio, et en tant qu'Italien en France, ok, c'était même pas il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ok, il n'y avait pas de politique, il n'y avait rien. Enfin, bon, peu importe, c'est pas le sujet familial que je développe. Et quand je suis allé sur le lieu, quand même, je raconte ça vite fait. C'était pour moi la première fois que je suis tombé en sanglots. Donc j'ai pleuré, mais en sanglots, hein, par convulsion pendant 3 quarts d'heure. Tellement le lieu était chargé. Ok, tu peux rien y faire, ça m'a pris comme ça. Bon, voilà ce qui s'est passé. Donc tout ça, ça nous amène à un autre personnage, Boris Cyrulnik, qui est aussi un enfant juif, qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui vit toujours dans cette énergie de 40 de la délivrance. Donc c'est un enfant juif qui a été abandonné, et qui est devenu neurologue, célèbre maintenant, et puis qui a inventé célèbre surtout pour son concept à la mode de la résilience. Ok, qu'est-ce que c'est la résilience? Il faut entendre résilience, délivrance. Ok, c'est la même chose, c'est la même énergie. C'est la résilience, c'est la délivrance qui arrive à faire un bond, à se retourner, à regarder qu'est-ce qui s'est passé. J'ai été blessé et je me suis guéri. Ah bah dans mon énergie de la délivrance. Ah bah, alors c'est la résilience. Ok. Bon, pour faire simple, je pense qu'il n'explique pas comme ça. Bon, un autre parcours qui ressemble, on est dans la même thématique, à mon sens, moi, dans mon ressenti, ok. Corneille, le chanteur Corneille, lui aussi a vécu et vit dans cette énergie de la délivrance, euh, et sa résilience à lui se vit à travers la musique, parce qu'il a vécu. Alors lui, c'est carrément incroyable. Il raconte ça notamment chez Fred Lopez, dans les parenthèses inattendues. Il a assisté à l'assassinat complet de sa famille et lui s'est retrouvé comme le seul survivant. Et il a dû, pendant le génocide du Rwanda, c'est en pleine guerre entre tribus, si je peux dire, j'ai plus les noms, Tutsi et je sais plus. Euh, bon, donc il y a un traumatisme et puis il est obligé de fuir après jusqu'en Allemagne, il arrive, etc., son périple. Une histoire à vous donner le frisson, voilà.
Donc, ça me rappelle que je dois vous relire l'étude de la grande image pour que vous compreniez bien que ces récits-là, je ne les invente pas, ce sont des personnes qui vivent dans cette énergie-là. Donc, l'être accompli ainsi, en amnistiant les excès, pardonne les fautes. Lui, il va pardonner, lui, Corneille, là, le chanteur, musicien, auteur, compositeur, il se sert de sa musique pour amnistier les excès et pour pardonner à sa manière. Alors peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec tous les concepts du pardon, d'amnistie, etc. Mais c'est ça qui se passe. Ok. Ça nous emmène directement dans le cas d'Alexandre Jolien, qui est pour moi, ça fait partie de la même veine, dans mon ressenti. Donc, il vit aussi dans cette énergie 40 de la délivrance, qui est devenu un philosophe un peu connu, un peu célèbre, très apprécié. Et il est né avec donc un cordon ombilical autour du cou qui lui a privé d'oxygène suffisamment longtemps pour que certains éléments corporels soient affectés. Donc, il a un handicap à l'Institut des expériences, comme il dit, il me semble, et donc il va grâce à la philosophie, il se délivre et il nous délivre dans sa philosophie de l'existence. Ok? Ça lui donne une sagesse que nous, on n'a pas forcément. Bon, ça nous fait passer à Raymond Depardon, qui est encore là, qui est un vieux monsieur de plus de 80 ans, il est né en 42, donc c'est un photographe, grand photographe, reporter, qui a fondé des maisons de photos, qui est un réalisateur, un journaliste et un scénariste. Pardon. Quand on relit la grande image, donc, de l'énergie 40 délivrance, on pense forcément à son film documentaire sur la justice en délibération, on pense forcément en tant que réalisateur à son journal de France, et on pense au photographe de la décolonisation. Ok? Donc là, si vous connaissez un petit peu son œuvre, vous pouvez aller voir, vous allez comprendre, vous allez saisir rapidement, j'espère, c'est le but, d'après ce que je vous ai dit, qu'il est bien dans l'énergie et que son œuvre est dans l'énergie 40 délivrance, libération. C'est pareil pour Foucault, Michel Foucault, 1926-1984, qui a vécu dans cette énergie 40 délivrance. Donc c'est un philosophe français, homosexuel qui a chopé le sida, 84, donc on est vraiment au début, je ne sais même pas si 84 c'est 85, 86 qu'on commence à parler, mais alors vraiment 84 on est, ouais, je sais même plus où on en est, mais il y a un début, c'est encore tabou quoi tout ça, hein. Et l'homosexualité et le sida, et les deux liés ensemble. Bon, on se rappelle quand même de Michel Foucault pour son histoire de la sexualité, ça va avec, et son histoire de la folie, ça va avec. Il faut l'entendre tout ça dans une dimension de délivrance, ok? C'est pas du tout une obsession. Donc il nous ouvre bien un autre système de pensée, c'est un philosophe, avec de l'eau et du tonnerre dans sa pensée. Voilà pour Michel Foucault. On passe à Yves Saint-Laurent. Donc on est dans la haute couture et le prêt-à-porter, entre le masculin et le féminin, parce qu'il y a aussi une homosexualité, ou une bisexualité, je ne sais pas bien. Il y a une vie avec berger, donc ok. Et donc Yves Saint-Laurent, c'est un génie créateur, il n'y a pas de doute là-dessus. Création de l'élégance, il habille la délivrance du corps féminin. Ok, pour faire très court. Entre le masculin et le féminin, il y a aussi Sonny Chan. Alors, Sonny Chan, il a fait de la télé, il a fait de la couture. C'est un androgyne ou une androgyne, je ne sais pas comment il voudrait se le considérer, il est entre homme et femme, d'origine chinoise mais de Hong Kong, on dit chinois de Hong Kong, on dit, voilà, qui est aussi en France. Alors lui, il a plusieurs nationalités dans son expérience. Il est là surtout pour nous divertir et puis il y a du pardon dans son histoire. Bon. Je passe à Matt Pokora, qui est donc dans la chanson contemporaine. Il chante, il danse, il joue sur scène, il est à fond dans la musique. Et je me rappelle qu'il dépose un peu son fardeau aussi quand il reprend à nos actes manqués. Voilà. On continue en littérature contemporaine. Nous avons Marc Lévy qui vit dans cette énergie 40 délirance. C'est un romancier très très lu.
Il y a une rencontre avec Matt Pokora d'ailleurs, chez Lopez. Dans la vie de la justice française contemporaine et politique contemporaine, il y a Dupont-Moretti, qui vit dans cette énergie 40 délivrance. Comment dire, j'ai pas trop envie de développer, mais juste montrer que on a surnommé cet avocat, quand il était avocat, l'acquittateur. Donc ça rejoint bien cette notion de la grande image qui pardonne les fautes et les excès. Ok? Bon. Au féminin, il y a la poétesse et romancière André Chédid, qui est à la fois française, égyptienne et libanaise. Dans la famille Chédid, il y a plusieurs générations d'artistes et il y a eu une très belle histoire, il y a encore d'une certaine façon, entre André la grand-mère et le petit-fils Mathieu Chédid. Elle lui a écrit une chanson qui est devenue un tube, M, en 4 lettres, et M, la lettre qu'il fait sa coiffure avec et que tout le monde connaît maintenant, quand il est sur scène notamment. Et lui, il lui a composé une chanson, Délivre, le titre Délivre. Donc, c'est-à-dire que Mathieu a deviné le nom de l'énergie de sa grand-mère, et on peut appeler ça de l'amour et de l'âme à l'âme. Ok? Alors, il ne sait pas que c'est son énergie d'incarnation, c'est ça qui est passionnant, mais il le nomme parce qu'il a cette sensibilité-là. Il a des chansons, une sensibilité absolue. De l'âme, par exemple, il y a un talent immense. Bon, voilà. Au féminin, toujours, on passe aux États-Unis. Il y a Dolores Cannon qui a vécu dans cette énergie 40, la délivrance. Elle est devenue hypnothérapeute. Elle a développé sa propre méthode d'hypnose régressive quantique. Elle a écrit une vingtaine de livres qui sont devenus une œuvre référence. Ça a été traduit en France et c'est devenu aussi une mode complète, une mode qui ouvre à retrouver du savoir perdu, qui ouvre la conscience à d'autres dimensions, donc la dimension quantique, qui explore les incarnations des personnes, des énergies aussi. Ok, donc là on est carrément dans la même thématique que Canon, puisque moi je considère les énergies depuis le moment de l'incarnation. Et elle s'ouvre aussi au discours extraterrestre, à l'exploration extraterrestre. Parce qu'on a des origines d'autres planètes aussi. Donc je termine par une dernière actrice féminine, Adèle Exarchopoulos, qui est une actrice encore jeune d'eau et de tonnerre. Par exemple, elle joue un psy en prison au cinéma, et ce qui me semble être tout à fait dans son énergie de la libération. Voilà pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.